bonjour tout le monde. Bonjour à tous et à toutes. Est-ce que vous m'entendez bien? Non, hein, je pense que le micro... Alors, bon, je vois un pouce qui est en l'air, donc j'espère que vous êtes en forme. Ça me fait plaisir de vous accueillir pour cette session qui va adresser un enjeu fondamental, un enjeu de société majeur au Québec, qui est celui d'assurer des soins auprès des personnes âgées de qualité, accessibles et surtout de prolonger leur autonomie le plus longtemps possible. Mon nom est Frédéric Albérault. Je suis directeur principal chez TACT Conseil, une boîte de communication, relations gouvernementales et affaires publiques. Donc, je vais modérer ce panel qui va durer environ 1 heure. Bien sûr, vous le savez plus que moi, les enjeux pour relever ce défi sont assez nombreux. On va être en mode solution, mais on va adresser, bien sûr, plusieurs aspects qui font face le système, en fait, autant public que privé, pour relever le défi. On pense au vieillissement de la population, on pense à différents types de prestataires de soins. On pense au fait aussi qu'il y a des degrés d'autonomie qui varient entre les personnes, mais aussi il y a des différences entre les régions, l'intégration des innovations, etc., etc. Donc, on va adresser tous ces enjeux-là en mode solution. Et je vais demander à nos panélistes, 4 panélistes avec des profils variés, à se joindre à moi sur la scène. Donc, Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être. Sylvain Gagnon, sous-ministre adjoint au M3S. Monsieur Luc Maurice, président exécutif et fondateur le groupe Maurice. Et Martin Ducharme, vice-président Vente Canada et développement international à la Yaquer. Bien, merci. Donc, nous avons tous convenu, on se connaissait pas mal tous, mais on a convenu qu'on allait se tutoyer. Alors, la façon dont on va procéder, vous avez vu le thème du panel, Horizon 2040. Le statu quo n'est pas la solution, bien sûr. Et c'est une référence, là, le statu quo, vous le savez, sur cet aspect-là, l'ensemble de nos panélistes, puis tout le monde dans la salle, on est tous d'accord que ce n'est pas la solution, donc on va être en mode solution. Mais Horizon 2040, ça fait référence à un rapport qui a été commandé par la commissaire à la santé, on va en parler d'ailleurs. Et je vais commencer à demander à chacun d'entre vous de vous présenter 1 minute chacun, dire votre rôle, votre engagement pour relever ce défi-là. Et ensuite, on va enchaîner. Mme Castonguay va faire une présentation de à peu près 8 minutes. Et ensuite, suivi de M. Gagnon. Et on aura une discussion, tout le monde ensemble. Alors, je vais commencer par toi, Joanne. Merci, Frédéric. Donc, Joanne Castonguay, commissaire à la santé et au bien-être. Le commissaire, pour ceux qui ne connaissent pas, ou même ceux qui le connaissent, notre mission, c'est d'analyser la performance du système de santé et services sociaux, d'informer la population sur cette performance-là et de faire des recommandations pour l'améliorer. Maintenant, on s'est donné comme mission de ne pas s'arrêter à faire des recommandations. En fait, c'est Pierre Albert, que je viens juste de voir, qui m'a présenté comme ça. J'ai trouvé ça intéressant parce que, de fait, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est pas juste faire des recommandations, mais c'est de comprendre comment implanter ces recommandations-là. Alors, on arrête rarement aux recommandations. Alors, j'arrête là pour laisser la parole à mes confrères ou à mes collègues aujourd'hui. Oui, bonjour, Sylvain Gagnon, sous-ministre adjoint au ministère de la Santé et des Services sociaux. Bien, très, très brièvement, là, je suis revenu, moi, au ministère de la Santé au cours des 2 dernières années. J'avais déjà passé, en fait, comme je dis souvent, c'était ma 2e rechute de retour au ministère, parce que je crois fondamentalement dans l'enjeu qui est celui du vieillissement. J'ai fait des passages dans le privé, mais toujours autour des grands secteurs de la santé et des services sociaux. Donc, puis je veux vous rassurer, je regarde ma photo, là, j'ai l'air très sévère, mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un de très agréable. Je vous confirme qu'il est très sévère. Alors, Luc Maurice, ancien président du groupe Maurice, et dont la mission de vie, finalement, c'est de contribuer au mieux vieillir, non seulement des 13 600 personnes chez nous, mais de tout l'ensemble de la population québécoise. Mon rôle, plus spécifiquement, ces jours-ci, c'est d'essayer de démédicaliser le vieillissement et d'y apporter beaucoup de nuances aussi. Je pense que sans nuances, on ne peut pas résoudre les problèmes. Merci. Bonjour, Martin Ducharme de chez Allia Care. Je suis le plus sévère sur le panneau.
Alaya Care, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compagnie du Québec qui s'est spécialisée dans la technologie des soins à domicile. Donc, ma mission personnelle, c'est vraiment d'amener cette transformation-là des systèmes de santé au Canada ainsi qu'au Québec pour que ça soit moins concentré sur l'hôpital, mais qu'on ait une extension des soins dans la communauté qui permettent aux gens de rester plus longtemps à la maison et plus longtemps à la maison en santé. Et ce qui va permettre aux hôpitaux d'être les vrais centres de spécialité qui devraient être et non les méga walk-in clinics qui peuvent être de temps en temps. Donc, c'est la vision que j'ai pour cette transformation-là du système de santé. Merci beaucoup. Alors, Joanne, le gouvernement t'a demandé d'évaluer la performance du système et je pense que tu as commandé des études. Il y a beaucoup de travail qui a été fait. Donc, en 7-8 minutes, nous présenter l'essentiel de... Tu viens de m'enlever une minute. Oui, une minute. Parce que... OK, ben, merci beaucoup. Alors, le gouvernement nous a en effet... Ah, OK, la présentation est là. C'est parce qu'on ne la voit pas en avant. Hein? Ah, merci. Donc, le gouvernement nous a donné un mandat d'analyser la performance des soins et services à domicile et de regarder si les programmes de financement étaient efficaces. Alors, c'est un mandat qu'on a fait sur une période de 2 ans. Et le tome 4 est un résumé des 3 tomes, plus des résultats de recherche qui avaient pour objectif de comprendre comment implanter les solutions, justement. Donc, parmi les travaux qu'on a commandés, il y avait une étude qui était demandée au HEC. Et cette étude-là avait pour rôle de regarder c'était quoi l'offre pour des soins à domicile, et quelle était la demande, puis quels seraient les coûts, mais regarder aussi, faire une analyse prospective. Et donc, bon, rapidement, on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas faire ça simplement pour les soins à domicile, étant donné que les ressources qui sont demandées pour l'hébergement sont les mêmes. Donc, donc l'étude a été faite pour l'ensemble des soins de longue durée. Alors, je vais vous présenter les résultats, mais avant, je veux juste vous montrer. Donc, ça, c'est la description du mandat qui nous a été demandé. Mais parmi les principaux constats, là, il faut voir que on s'est entendu qu'on ne parlait pas de mauvaises nouvelles, là, mais je vais quand même donner quelques mauvaises nouvelles, mais pas des grosses. Ben, pas pour longtemps, surtout, parce qu'elle est assez grosse. Mais disons que les principaux constats, c'est que les enjeux qu'on vit dans les systèmes de soins de longue durée, puis même dans l'ensemble du système, c'est des enjeux qui sont vécus pas mal par tous les systèmes de santé industrialisés. Puis l'enjeu de la vague de personnes âgées et la préparation insuffisante pour y faire face, c'est aussi un enjeu qu'à peu près tous les pays industrialisés font face. Donc, il ne faut pas se taper dessus inutilement non plus, là, c'est ce que je dirais. Maintenant, l'autre élément, c'est que, oui, on a analysé beaucoup des facteurs d'inefficience, mais on reconnaît par contre qu'il y a énormément de bonnes choses qui se font et que les prestataires sont des personnes qui travaillent très fort et qui contribuent vraiment au bien-être des personnes qui reçoivent leurs services. Donc, l'étude, maintenant, ça, je vais repasser plus tard. Mais disons que l'étude, la prospection, l'analyse qui a été faite là, sur 17 ans, en fait, en 2023 jusqu'à 2040, ils ont regardé c'était quoi en termes des personnes qui étaient évaluées. Alors, toutes les personnes qui ont reçu une évaluation, les personnes qui connaissent les soins de longue durée connaissent l'évaluation ISO-SMAF ou en fait, Alaya Care repose sur Interrail, mais c'est quand même des différents systèmes qui nous permettent d'évaluer les besoins. Donc, les besoins en termes d'heures service selon la condition des personnes. Et donc, on a utilisé les heures de service évaluées pour les personnes qui avaient été évaluées. Les chercheurs ont ensuite regardé quels étaient les services qui étaient requis et donc fait la différence entre les deux. Puis ce qu'on se rendait compte, c'est qu'au total, on répond à 35 % des besoins de soins de longue durée en service. La majorité de ces services-là, c'est des services de soins domestiques, de soins personnels. Alors, domestique, on parle des courses, les repas, etc. Puis, soins personnels, c'est plutôt l'hygiène personnelle,
et donc des services plus à la personne, si on veut. Mais tout ça pour dire que la majorité de ces services-là ou ces évaluations-là portent sur des services autres que les services professionnels et les services infirmiers. Ce qu'on observe, c'est que dans les CHSLD, évidemment, les personnes reçoivent 100% des services qui sont requis. Ils sont sur place. Ils sont aussi dans les conditions les plus graves. À domicile, on réussit à offrir seulement 10%. Maintenant, ces données-là sont basées sur l'état de la situation en 2019. Et quand on regarde, puis on fait des projections sur 2040, évidemment, on fait des projections basées sur le système actuel où on institutionnalise beaucoup les personnes et on réagit une fois que les personnes sont en grande perte d'autonomie. Plutôt que de mettre une grosse part de notre effort pour maintenir l'autonomie, on réagit lorsque la perte d'autonomie est grande, ce qui fait qu'on a une beaucoup plus grande demande en hébergement. Et donc, si on continue dans cette voie-là, non, je me trompe de piton, excusez-moi, de gadget. Si on continue dans cette voie-là et qu'on perpétue la demande ou le système actuel, bien, on va répondre au total 41 % de la demande, ce qui est mieux au total, mais on continuerait à répondre seulement à 10,2 % des heures requises pour les soins à domicile. Mais ça, c'est parce que c'est basé sur l'organisation du système actuel. C'est pas dire on pourrait seulement ou on prévoit qu'on va recevoir. C'est le système qui est basé comme ça. La modélisation est basée comme ça. Ce qui est surtout important, c'est que si on continue comme ça, ça nous coûterait 9 milliards de dollars par année de plus pour les soins de longue durée. Il faudrait construire 2500 places en maison des aînés par année. Et donc, on a eu de la misère à le faire pour les 4 dernières années, je crois. Donc, c'est excessivement difficile avec les ressources qu'on a, pas juste les ressources financières, mais les ressources en construction dans la société. Donc, on sait que c'est un enjeu qui est très important. Au niveau des ressources en travailleurs, on aurait besoin de 60 000 personnes de plus. Et comme on montrait, alors que les personnes souhaitent demeurer à domicile, on ne répondrait qu'à 10 % de la demande. Alors, je vais laisser la parole à mes collègues, même si j'ai encore 3 minutes, puis on va parler des solutions plus tard, j'espère, parce qu'on avait aussi des recommandations. Oui, on y reviendra. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi, Joanne. Et Sylvain, écoute, le titre de notre panel qu'on disait tout à l'heure, 2040, là, on a fait référence au rapport. Le statu quo n'est pas possible, on s'entend tous là-dessus, mais toi, tu es au cœur de l'action. Alors, tu es le premier, tu es aux loges et bien sûr, le gouvernement est en action et il y a des choses qui sont en cours et des choses à venir. Donc, on va te laisser à peu près 7-8 minutes et ensuite, on aura un échange tout le monde ensemble. Merci beaucoup. Merci, Joanne, pour la présentation. Au-delà des chiffres qu'on présente, là, puis dans l'étude, il y a eu 4 tomes là, de la commissaire, il y a beaucoup, beaucoup de données. L'important, ce n'est pas de se dire quelle est la donnée exacte. Ce qui ressort des études de la commissaire de Joanne, c'est qu'il y a une tendance lourde. Là. On n'a pas besoin de faire trop d'analyses. Là. C'est globalement, il faut investir massivement dans le soutien à domicile. Parce qu'il y a une longue enquête qui a été faite par les chercheurs, puis qui démontre effectivement que la préférence des gens, suivant une autonomie qui est quand même bonne, ils veulent demeurer à domicile. Quand la perte d'autonomie est très importante, bien, nécessairement, le recours à des mesures institutionnelles, les gens ont des préférences qui vont être différenciées. L'important, puis c'est la démonstration que Joanne a faite, c'est de tenter d'augmenter la réponse, l'offre de services dit autrement à domicile. C'est toujours, puis je vais tenter d'aller vite pour rester dans mon 10 minutes, c'est toujours confrontant quand on est au cœur de l'action, on a un rapport qui nous dit on court dans la mauvaise direction. C'est toujours c'est même un peu chicotant. On a tendance à penser que ce qu'on fait, on le fait bien. Mais dans les faits, c'est important qu'on ait des institutions comme la commissaire qui nous donnent la perspective. Parce que c'est important, les décisions qu'on prend aujourd'hui vont avoir des conséquences dans les prochaines années. Puis ça, effectivement, fort là, des travaux de la commissaire, puis fort avec ce qui s'en vient aussi, Santé Québec, avec le ministère de la Santé, où le ministère va
résolument se concentrer sur la vision, les grandes politiques, mettre en œuvre, évaluer, mesurer. Ça doit demeurer la responsabilité du ministère, mais fort de ces grands éléments-là, on va pouvoir avancer. Je vous disais tantôt que je suis revenu au ministère. L'intention, c'était justement d'aller dans ce sens-là. J'étais sous-ministre de 2010 à 2015. On avait travaillé notamment un petit bout de chemin là, avec Régent Hébert. Puis, à l'époque, on se le disait, c'est un enjeu de société. Frédéric a ouvert là-dessus, enjeu de société. Donc, au moins se rassurer pour vous dire qu'à travers les recommandations que la commissaire fait, il y a un certain nombre de gestes, je vais vous les présenter, pour lesquels on est déjà en travail. Donc, c'est important, le vieillissement, puis le souhait des citoyens du Québec de demeurer à domicile. Donc, commande différentes stratégies. Puis, la commissaire nous invite. Puis, effectivement, on va le voir un peu plus tard, là, on va poursuivre des travaux avec Joanne, avec son équipe, pour justement bien comprendre comment on peut mettre en place, il y avait 16 grandes recommandations, puis s'assurer qu'à travers l'ensemble là, des expertises de nos universités, des différents partenaires qui sont autour de la santé, qu'on puisse faire le virage. Donc, donner un accès en temps opportun aux usagers, c'est très important. J'ai un petit cadeau à nous offrir à la toute fin. Réviser les pratiques cliniques et administratives en SAD, très important également. Donc, on est dans un contexte où on doit revoir comment les services se donnent. Ce n'est pas toujours simple parce que quand on demande aux gens de transformer les pratiques, les professionnels, les évaluations obligatoires qu'on faisait, donc on travaille à alléger ces choses-là. C'est des changements de culture, mais il faut absolument remettre sur le métier. Consolider un partenariat fort. Ça, c'est très, très important avec le communautaire, avec le privé, avec le public, bien sûr. Puis quand je parle du privé, dans le secteur de la réponse aux besoins des aînés, on a différents prestataires. Je pourrais en parler tantôt, mais seul, on n'y arrivera pas. Le secteur public, il faut travailler avec des partenaires, puis il y a de la place. J'ai essayé d'aller assez rapidement. Donc, un certain nombre de chantiers, valorisation SAD. S'il y a des collègues qui sont dans le réseau de la santé, probablement que vous connaissez ça. On revoit l'ensemble des pratiques professionnelles, moins travailler sur des protocoles, sur des, tantôt Luc disait, démédicaliser, parce qu'entre 80 et 85 % de la réponse aux besoins des aînés, ce n'est pas des services spécialisés, c'est des services de base. C'est quand ils sont absents qu'on se complique la vie. Donc, il y a un grand chantier qu'on conduit là-dessus. L'intensification du soutien, de tout le volet médical à domicile. On travaille avec, très important, d'amener l'expertise médicale. Puis on veut travailler notamment visite virtuelle avec des médecins. Tantôt, on aura le collègue d'Alaya Care. D'autres grands chantiers, modernisation des processus de traitement des paix des employés. Quand on parle du soutien à domicile, on parle beaucoup des aînés, mais il y a l'ensemble des clientèles qui demeurent à domicile, que ce soit en déficience physique, en déficience intellectuelle, santé mentale et autres. On a une modalité de prestation de service qui est le chèque emploi-service, qui dessert 21 000 personnes à domicile avec 34 000 travailleurs autonomes. Donc, on est à revoir ce secteur-là. Le programme d'exonération financière avec nos entreprises d'économie sociale, faire davantage avec nos entreprises. On a une table nationale avec différents partenaires avec qui on travaille parce que le ministère, très important de donner la vision, mais elle doit se construire avec nos partenaires. Harmoniser des pratiques d'achat de services également pour uniformiser, standardiser un certain nombre de choses. Le recours aux technologies pour optimiser la prestation de services, donc déployer la télésanté à domicile. Nous avons les outils technologiques pour le faire. Il faut absolument accentuer ça, faire le monitoring à domicile, ça permet une meilleure prestation, un meilleur suivi des clientèles à différents niveaux. Puis introduction aussi sur laquelle on travaille actuellement, sur une plateforme de gestion des soins intégrés. On parle de plus en plus d'hospitalisation à domicile, mais l'intensification à domicile doit passer notamment par les technologies. Travaux de planification. Bien, essentiellement, je le disais tout à l'heure, on va déposer, au-delà des gestes qu'on pose, puis qui concourent à rencontrer un certain nombre de préoccupations que la commissaire Joanne nous a fait, les 16 recommandations, au-delà du fait qu'on est en action,
il est bien important d'avoir une action qui est intégrée puis qui est cohérente. D'ailleurs, c'est ce que Joanne nous disait dans son rapport. Il y a beaucoup de services, pas toujours intégrés, harmonisés, connus. Ça fait que c'est important d'avoir un bon plan de mise en œuvre. C'est quelque chose qu'on voudrait mettre en place d'ici juin. Et puis, des travaux aussi de modélisation. Joanne en a abordé brièvement. D'ici 2040, quels sont les meilleurs choix qu'on doit faire? Est-ce qu'on continue de l'hébergement? Oui, très certainement, on va en avoir besoin, mais on doit faire davantage à domicile. Puis on a d'un travail avec l'équipe de HEC qui est fait, qui est très, très robuste, puis qui nous donne, qui va venir appuyer les prises de décision pour l'élaboration des grandes politiques. Je termine avec le cadeau. Il me reste 2 minutes et demie. C'est important, tantôt, je vous disais d'entrée de jeu, là, donner, s'assurer qu'on puisse traiter au bon moment la personne. Là. Quand on a repris le collier, là, il y a 18 mois, on avait actuellement la cible, on voulait atteindre 387 000 personnes à domicile. Donc, la mesure de départ là, était à 383. On a fait des efforts considérables dans la dernière année, puis on est à 99,8. C'est malheureux, on aurait aimé ça avoir le 100 %, mais la cible est atteinte en ce qui concerne des personnes rejointes à domicile. On entend souvent, c'est difficile d'avoir des services à domicile. Effectivement, on n'a pas la fluidité qu'on voudrait, mais il y a des efforts importants. Puis ça, il faut le rappeler, il faut être fier de ce qu'on a fait, parce que ce sont nos institutions, ce n'est pas le ministère, c'est d'abord les travailleurs, les gens qui sont sur le plancher, avec qui on travaille régulièrement, avec nos partenaires, qui nous a permis effectivement de réaliser la cible. Puis elle était très ambitieuse. Le nombre de personnes en attente d'un premier service, ça, c'est la fameuse liste d'attente. Donc, la cible de départ là, était à 17 000. On a descendu. On a cassé même la cible. Là, on est à peu près 16 % au-delà de la cible. Il faut se rappeler qu'à mi-année, il y avait 22 000 personnes en attente, ce qui fait qu'on a réussi à casser la courbe qui était ascendante sur la liste d'attente, puis on a pris en charge donc plusieurs personnes. Puis ça se matérialise notamment par des nombres d'heures. C'est au-delà de 4 millions d'heures de soins directs à domicile qui s'est ajouté. Donc, objectivement, il y a des efforts qui se font pour travailler dans ce sens-là. Puis ça, je pense qu'on doit être fiers. Ça n'appartient pas, je le disais, au ministère. Ça appartient au réseau, aux différents partenaires. Donc, 40 secondes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sylvain. Alors, donc, beaucoup de lucidité sur les constats. On l'a vu avec le rapport, mais également beaucoup d'actions. Un gouvernement qui est vraiment en pleine action pour changer les choses. J'ai des questions, bien sûr, pour nos amis du secteur privé, Luc et Martin. Mais je pense que, Joanne, juste si tu voulais faire un petit commentaire avant. Oui, juste sur l'outil puis l'horizon 2040. Je vous l'avais dit qu'elle prendrait trop de temps. Vous êtes sévère. 30 secondes. C'est juste pour dire que l'outil de modélisation n'est pas juste un outil pour déterminer qu'est-ce que ça va coûter ou juste des projections. Il permet d'analyser différents scénarios pour assurer la soutenabilité. En fait, Sylvain, tu l'as souligné, mais je pense que ça vaut la peine de mettre l'emphase là-dessus parce qu'on peut utiliser différentes stratégies comme augmenter la contribution des usagers, soit aux soins à domicile ou bien aux soins de longue durée, à l'hébergement ou changer l'équilibre, changer les stratégies pour l'hébergement. Bref, il y a un certain nombre de scénarios. Puis même, je dirais, je ne sais pas, Sylvain, si tu l'as vu, mais à partir d'hier, ils ont mis en ligne un outil qui permet de voir quelles seraient les différences dans les différentes, le coût, le nombre de personnes requises, puis la capacité de répondre aux besoins. Donc, c'est vraiment un outil qui est très puissant, qu'ils ont mis à notre disponibilité. À notre disposition. Merci beaucoup, Joanne. Alors, Luc, ça fait quoi, je pense? Ça fait 25 ans que votre organisation offre des soins aux personnes âgées dans des résidences privées. Et c'est quoi tes réactions? Qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans ce que tu as entendu? Et surtout, selon toi, quelles sont les conditions ou les facteurs de succès pour qu'on puisse relever ce défi? D'abord, je salue l'audace de mes collègues ici qui ont osé étudier ça de façon beaucoup plus analytique. Et c'est important, on part d'une base maintenant.
Je loue aussi mais le fait que le ministère a osé, par exemple, donner aux infirmières dans le secteur privé la capacité d'évaluer les gens, ont osé de réduire la non-confiance qu'il y a entre le privé et le privé. Alors, je salue ces grands efforts-là. Et ça va en prendre beaucoup plus. Les changements que je pense vont devoir se faire pour arriver avec une offre qui réponde véritablement à la demande. On sait tous ensemble, on ne fera jamais 2000, 2500 places en CHSLD par année les prochains 20 ans, 15 ans. On ne pourra jamais être capable de chercher, on parle de 4000 personnes dans le secteur médical de plus, mais dans les faits, si on veut répondre véritablement à l'offre et non pas seulement faire comme on fait maintenant, c'est le double et le triple de ça. Hein? On se rappelle que quand il y a 1 heure soin donnée à quelqu'un, ça veut dire au moins 1h30 de travail de quelqu'un d'autre pour soutenir cette personne-là. Hein? Les évaluations, les maladies, le recrutement, la formation et tout le reste qui va... alors, c'est beaucoup plus gros. Ça fait peur. Ça fait peur. Et moi, ce que ça me dit, c'est que c'est impossible de continuer à faire ce qu'on fait de la façon dont on le fait. Et je souhaite présenter avec quelques solutions tantôt. Merci. Martin, écoute, tu représentes ici le secteur industriel des technologies innovantes. Il y en a plusieurs dans la salle d'ailleurs. Comment tu vois le rôle des entreprises de technologie de pointe, mais aussi comment tu évalues aussi l'accompagnement ou l'encadrement du gouvernement, autant pour soutenir l'industrie, parce que ça en prend des fleurons québécois, puis ça prend les bonnes mesures, mais aussi pour intégrer les innovations dans le système? Je veux dire, je vois ça d'un bon œil parce que j'ai une infection dans l'autre. Donc, non, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont positives. Ce qu'il faut comprendre, il y a 2 phénomènes, je pense. C'est on est dans une pyramide inversée de population au Québec. Donc, ce qui fait qu'on va toujours avoir plus de personnes âgées et de moins en moins de gens dans la force de travail. Et donc, ça, ce n'est pas un phénomène qui va changer à court terme. Donc, à ce moment-là, les investissements en technologie deviennent beaucoup plus importants parce que ça va être la seule façon qu'on va être capable d'être plus efficace pour assurer le bon soin à la bonne personne, éviter le gaspillage en temps et en activité, éviter des transferts prématurés en hébergement qui prennent la place de d'autres personnes qui ont vraiment besoin d'être en hébergement. Donc, d'être sûr qu'on prend les bonnes décisions, puis d'équiper le ministère et les établissements de données qui leur permettent de prendre des décisions informées sur les besoins qui découlent de l'évolution en fonction du vieillissement de la population, puis les besoins qui découlent de l'évolution des maladies chroniques. Et donc, et ça, je le vois, moi, sur 3 axes en technologie. Il va y avoir on a parlé des soins virtuels. On a les objets connectés qui vont nous donner des données sur les patients à distance. Et le 3e volet, c'est les soins à domicile qui vont permettre d'avoir une capacité d'intervention à domicile. Donc, c'est sur ces 3 axes-là que je vois des gains au niveau de la technologie. Puis l'autre grand phénomène qui est important de comprendre, c'est que c'est, d'un point de vue de compagnie de logiciels, c'est fini les années où on avait des logiciels d'entreposage d'informations, des dossiers patients qui entreposent d'informations pour qu'on puisse les consulter. Ce qui se passe maintenant, c'est qu'on regarde des systèmes intelligents qui nous donnent des données qui nous permettent d'anticiper ce qui va se passer avec les patients. De comprendre que quand un patient manque une certaine dose d'un certain médicament qui est à haut risque, qu'on sait qui est à domicile, qu'on sait qu'on doit intervenir rapidement parce que ça va créer des complications bientôt. Que si c'est une chute pour un patient qui a un certain profil, qu'on doit intervenir dans les prochaines 48 heures parce qu'on sait que c'est le plus haut facteur de risque pour une admission à l'hôpital. Donc, de passer d'un système qui est capable de calculer des données à un système qui est capable de se servir des données-là pour intervenir en amont auprès des patients. Donc, ça, la grande transformation dans le secteur de la technologie, c'est de passer de l'entreposage et du partage de données à des données intelligentes qui nous permettent d'être plus proactifs. Merci. Luc, je te vois réagir. Oui. Moi, je me dis, peu importe les solutions que qui que ce soit amène, il faut absolument que ces solutions-là soient basées sur 3 facteurs clés. On ne peut pas parler de solutions si on ne parle pas d'efficacité. Puis je ne parle pas d'efficacité financière, là. Je parle d'efficacité en ressources humaines. On n'a pas de monde. Là, alors, l'efficacité ressources humaines et financières sont clés.
que ça vienne du privé, que ça vienne du public, que ça vienne du communautaire, toutes les propositions sont bonnes, mais il faut qu'elles soient évaluées sur l'efficacité. Le deuxième point, c'est l'accessibilité. Il y a pas ça ne donne rien de faire des montagnes, faire des beaux produits, des beaux programmes, si ça prend 3 ans pour y avoir accès. Ça ne donne absolument rien. Alors, il faut que ça soit accessible. Et le troisième facteur extrêmement important, c'est l'humanisme. Il faut commencer à contrôler, à mesurer la qualité de satisfaction. Ce qu'on fait, si les gens aiment ça, ce qu'on fait. Alors, et tant pour les donneurs de soins ou d'assistance que pour les gens, les bénéficiaires. Alors, si on n'a pas ces 3 éléments-là, on va spinner, puis on va être dans un fait statistique Canada qui nous dit qu'il y a 37 000 personnes de 75 ans et plus qui s'ajoutent à la population du Québec à chaque année. Bien, OK, c'est vrai. On sait que 9,5 % de ce monde-là qui vont avoir besoin de soins assez soutenus, on sait. Mais le comment, il faut qu'il soit basé sur ces 3 facteurs-là, pour moi. C'est très clair, Joanne. Bien, j'aimerais ça réagir puis faire une suite avec ce que vous venez de dire, M. Maurice. Mais c'est les solutions ou les recommandations qu'on avait faites. En fait, la grande stratégie, c'est de réorienter notre action vers ce qui est le plus important pour les personnes ou pour la population en termes de comment ils veulent vieillir, où est-ce qu'ils veulent être, où est-ce qu'ils veulent finir leur vie. Et ce qui a été demandé ou ce qui est dit, comme Sylvain nous l'a exprimé, c'est que les personnes veulent demeurer le plus longtemps à domicile. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut retarder le plus possible le moment où ils vont devoir être hébergés. Et donc, nos recommandations ont vraiment porté sur ça comme au milieu de nos grandes stratégies, mais aussi comment on pouvait mieux soutenir les familles pour leur permettre de faire ça, puis pour leur permettre de contribuer, justement, parce qu'on avait des enjeux de ressources. Alors, la grande stratégie, c'est de maintenir l'autonomie des personnes le plus longtemps possible. Et ça ne peut pas être juste l'apanage du système de santé. On se retourne toujours vers le soutien à domicile, la perte d'autonomie, le vieillissement. Mais le vieillissement, ce n'est pas une maladie. Donc, ce n'est pas le rôle strictement du système de santé. Ils peuvent jouer le rôle de leader, mais ça doit être toute la société qui se met ensemble pour pouvoir permettre aux personnes de vivre en communauté. Et c'est d'ailleurs vivre en communauté qui va faire qu'ils vont avoir un meilleur environnement puis qu'ils vont demeurer actifs et autonomes le plus longtemps possible. Parmi les autres, bon, il y en avait 2 là, que j'ai simplifié le système, puis il y a des éléments comme ça au niveau du système. Mais l'autre, c'est l'innovation. On doit se donner des nouveaux modèles d'organisation. Donc, quand je parle d'innovation, là, je ne suis pas juste sur l'innovation technologique, je suis sur l'innovation sociale, communautaire, organisationnelle. Se donner les moyens de comprendre comment on peut faire collaborer l'ensemble des acteurs pour répondre aux besoins des personnes. Et ça, il faut qu'on se donne des milieux pour expérimenter des nouveaux modèles organisationnels, puis comment on va soutenir ces nouveaux modèles organisationnels-là. Alors ça, c'était vraiment le cœur de nos recommandations. Puis je pense que la société est foncièrement d'accord avec vos recommandations, mais la société a peur du comment. C'est comment on va y arriver. On n'y arrive pas, on n'a pas de solution et on est critiqué à chaque geste qu'on fait. Il faut l'essayer. Exact, il faut avoir l'audace. Oui. l'audace. Oui. Par exemple, je vous donne un exemple d'audace. Là. Si on faisait un Uber santé, on fait un Uber taxi, et Dieu sait comme ça a brassé la société québécoise, juste Uber taxi. Imaginez-vous, puisque je vous dis là, il y a des Amazon Santé, Microsoft Santé, Best Buy Santé, ont plus que 1000 personnes qui travaillent là-dessus présentement. Là. Imaginez une situation où quelqu'un a 2 jours de disponible, fait du service à domicile pendant 2 jours. Il y a un petit cours de base, on vérifie son degré de sécurité au préalable. Il y a un horaire, comme Hubert le fait si bien. Il peut évaluer s'il est confortable avec la personne et inversement, la personne peut évaluer si... Alors, toute la logistique, l'informatique, tout ça, des entités comme ça, je ne dis pas de prendre Uber, c'est pas ça que je dis, mais la capacité logistique de pouvoir faire ça, là, on parle de changements qui osent, mais ça va
faire un tremblement de terre, on le sait, puis ça ne passera probablement pas non plus, on le sait, mais c'est faire un changement, juste tweaker à gauche ou à droite quelque chose, on n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Ça prend de l'audace. Il y a quand même beaucoup de gestes qui ont été posés dernièrement. Le projet de loi 15, Santé Québec, projet de loi sur l'accès aux données. Donc, il y a eu de l'audace. Je voyais Sylvain vouloir réagir. Je ne sais pas si c'est sur ce même... Oui, effectivement, dans le prolongement, là, peut-être deux commentaires, Joanne. Ce que Joanne précise puis dit où ce n'est pas uniquement une question de santé et de services sociaux, c'est très, très juste. On va déposer, là, le gouvernement, j'allais dire, va déposer d'ici la fin du mois de mai, là, le 3e plan d'action sur vivre et vieillir ensemble. Donc, 31 organismes gouvernementaux, des ministères et organismes qui donnent, qui prêtent la main pour justement favoriser le vieillissement actif. Il y a plusieurs mesures. Ça va être très intéressant. Moi, je pense que la première chose qu'on doit faire, là, c'est de faire connaître ce qu'on fait. Parce que ça, on a beaucoup de difficultés à communiquer. Puis pour être capable de faire ça, le préalable, parce que c'est quand même étonnant, je ne veux pas être même trop critique par rapport à ce que j'ai fait là, au cours des dernières années, mais c'est quand même étonnant. Ça fait 20 ans, pour ne pas dire 25 ans qu'on le sait, qu'on est une des administrations sur la planète qui va vieillir le plus vite, après le Japon. Ça, c'est connu. C'est quand même étonnant qu'encore aujourd'hui, on est à convaincre, mobiliser sur cet enjeu de société-là. Ce n'est pas une priorité là, du moment, là. C'est un enjeu de société. Pour ça, il faut avoir la vision. Si on gère à petite semaine, puis on est toujours dans de la crise, là, nécessairement, ça donne un peu les résultats qu'on connaît, avec des visions généralement qui sont sur 3, 4 ans, on arrive à implanter nos choses. Mais là, on a besoin d'une perspective à beaucoup plus long terme. C'est pour ça que la perspective 240 là, est saisissante. Quand on dit que ça prend... On a 38 000 lits de longue durée au Québec. Si on continue à faire exactement ce qu'on fait, ça va prendre 38 000 lits additionnels. C'est impossible. Mais ça ne fait pas longtemps qu'on est capable de mettre ça sur la table et dire aux autorités, aux décideurs, regardez, c'est ça qui s'en vient. Là. Puis là, il y a un grand consensus sur le constat. Il faut se donner une vision à long terme puis faire connaître ce qu'on a. Ça, on n'a pas toujours réussi. Puis c'est avec le milieu, hein? C'est avec les partenaires du milieu. Moi, je pense qu'on va y arriver, mais j'ai l'impression qu'on est à un moment où il me semble qu'il y a une volonté à tous les niveaux, puis même au niveau aussi également des hautes autorités politiques, pour le faire, ce virage-là. Oui, il y a plusieurs astres qui sont alignés. Luc, je vais réagir. Puis après, j'ai une question pour Martin après. Moi, je pense que c'est possible, ce que vous souhaitez faire. Moi, je pense qu'on peut le faire, mais il faut pas accepter les paramètres actuels, par exemple. Mais je pense qu'on peut le faire. Si on est capable de faire un peu mieux les soins à domicile, puis qu'on a besoin de, mettons, 1500 ou 1800 unités plutôt que 2500 en CHD, parce qu'on a besoin de CHD, et c'est pas vrai qu'on peut fonctionner sans ça, c'est pas vrai. Hein. N'importe qui est allé dans un CHD dans les dernières années voit que la population qui est là, elle est vraiment en grande perte d'autonomie. C'est pas comme dans 1970, où il y avait encore des gens qui avaient des voitures. Hein, on est ailleurs. Là. Alors, mais il y a des solutions. Si on a besoin de 1500 entités et qu'on est capable, qu'on a fait quelque chose qui était très coûteux, très cher récemment, avec toute la bonne volonté du monde, je pense qu'on est capable de le faire à moitié prix. Mais il faut l'analyser. On est capable de faire les choses autrement. La même chose, mais autrement. Avec les mêmes objectifs, mais autrement. S'il y a tant d'unités, tant d'heures soins à donner, puis encore heures assistance et heures soins, comme Joanne l'a mentionné, c'est très, très, très différent. Et en nuançant ça séparément, avec un système d'intelligence artificielle puis un système informatique beaucoup plus élaboré, en 2030, on n'est pas en 1970. Il faut penser différemment. Et on le sait, le système, la collectivité a de la difficulté à changer ses paradigmes. Mais on n'a pas le choix. Alors moi, je dis, il ne faut pas se dire, on n'est pas capable de le faire. On est capable de le faire, mais il faut le faire autrement, véritablement autrement. Pas juste dire des paroles en l'air. Il
faut y aller. Il faut l'essayer. Et Martin, tu es au cœur de technologies différentes. Tantôt, il y avait un exemple avec Uber. On a des exemples au Québec ou de technologies de pointe qui pourraient contribuer justement à avoir le réseau beaucoup plus efficace, efficient, performant. Je t'ai posé tantôt la question. Tu as répondu sur le rôle, bien sûr, hein, du secteur industriel. Maintenant, ton évaluation de comment le secteur est accompagné au Québec, hein, en termes de développement économique et d'innovation, mais aussi la partie intégration des innovations. Bien, on a la chance au Québec d'avoir... moi, je suis également sur le conseil d'administration de MedTech Plus et puis sur le comité aviseur de Digital Health Canada. Donc, je vois quand même bien les écosystèmes d'innovation qui se font, mais je pense qu'au Québec, on est chanceux par rapport à ce qui se fait dans les autres provinces en termes d'accompagnement qu'on a des établissements ou du gouvernement, les subventions qui existent. Donc, on a un bel écosystème d'innovation. Défi, par contre, puis il y a des articles que tu parles de la Californie tantôt, Uber et tout, mais en Californie, on parle toujours de la mort de Silicon Valley par rapport à d'autres pays parce qu'on dit qu'on développe énormément d'innovations qui ne sont jamais adoptées et qui viennent jamais changer quelque chose dans le système de santé. Donc, les compagnies vont s'implanter dans 3-4 hôpitaux, faire leur démonstration, vendre la compagnie, puis se démarrer une autre compagnie, puis c'est un cycle qui continue. Donc, c'est des entrepreneurs qui font beaucoup d'argent, mais qui ne développent jamais rien qui change de quoi dans la santé. Donc, je pense qu'au Québec, il faut arriver à un stade où on a un super écosystème de développement de l'innovation, mais il faut arriver à un système où on est capable de faire l'adoption de cette innovation-là, parce que sinon, ça fait uniquement des beaux communiqués. Ça, c'est le défi. Fait que là, présentement, depuis quelques années, on est devenu très bon à faire des living labs, des tests, des projets vitrines dans les établissements, mais on n'a pas encore franchi cette étape-là de... Si l'établissement dit c'est génial, ce que je fais de validation par rapport à cette recherche scientifique-là, ça marche super bien, cette technologie-là, ça fait des grandes choses pour moi, ils ne sont pas capables après ça de retenir cette technologie-là. Donc, il faut penser l'écosystème pas juste dans une chaire d'innovation au ministère de l'Économie, il faut penser aussi dans le contexte d'approvisionnement, puis dans le contexte du REIS, l'effort qui se fait au ministère de regarder l'évaluation des technologies, puis c'est ça qu'il faut vraiment travailler. Merci. Joanne, juste avant, je voulais juste poser une question à Sylvain. Il y a beaucoup de gestes qui ont été posés là, pour accompagner les industriels. Le Bureau de l'innovation, il y a eu un accompagnement également pour la validation des technologies en milieu réel de soins, et j'en passe, et j'en passe. Tu viens d'entendre quelques propos là, sur cet enjeu-là. Et tu as mentionné le fait que dans le plan, hein, il y a toute la place du privé, autant des prestataires de soins, mais également des technologies, puis ces collaborations, partenariats. Quelle va être l'approche du ministère et ou Santé Québec? Mais restons sur le ministère, mais par rapport à cette collaboration-là avec les industriels. En fait, j'ouvrirai un peu plus également avec les partenaires privés. Partenaires privés. Moi, ce que Luc disait tout à l'heure, là, je vais revenir, je vais faire la loupe. Là, quand on regarde là, la modélisation là, que l'équipe du HEC a faite, si avec un certain nombre d'hypothèses, là, on pourrait travailler d'ici 2040 avec le tiers des lits qu'on a besoin, donc 12-13 000 lits additionnels. Ça, je ne veux pas paraître rose bonbon, là, mais 12-13 000 lits là, sur quelques années, là, moi je suis en contact avec différents partenaires privés, là, puis dans quelques années, on est capable de mettre ça en place. Il n'y a même pas d'enjeu de capacité. Mais il faut arrêter de penser que le public doit tout faire. Parce que c'est là qu'on n'y arrivera pas. Tout à fait. Il faut travailler avec nos partenaires. Puis ces lits-là, entre autres, là, il y en a présents actuellement. On va en appel d'offres là, pour de l'achat de lits en RPA, 300 places, parce que j'ai 1800 places de lits de soins de disponibles actuellement. Pourquoi on devrait se priver de ça? Là? Les installations sont là, le personnel est formé, de sorte qu'on a juste à... C'est un peu compliqué, là, sortir l'argent, mais il faut travailler avec ce qui existe. On a la même chose là, du côté là, tout le secteur des entreprises d'économie sociale. Là, il y a au-delà de 6000 travailleurs qui sont implantés dans tous les réseaux, les réseaux locaux du Québec. Là. C'est des instances de proximité. Il y a de la qualité, ils sont prêts, c'est des agents multiplicateurs. Il faut mieux se servir des partenaires, des structures, des institutions. Si on le travaille comme ça, là, moi, je pense que le défi, là, en fait,
il faut avoir une vision, il faut être entêté pour garder le chemin, mais il est tout à fait réaliste. Ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un échec à vue, au contraire. Si on le travaille avec les partenaires, Henry Mintzberg disait, maintenant, il faut réfléchir à ce qu'il appelle l'économie plurielle. Hein. Le public, le privé, puis tout le volet communautaire. La responsabilité de l'État dans le domaine de la santé, puis là, je vais parler, puis je termine avec ça, pour le volet santé, c'est de donner les orientations, les grandes politiques, implanter, mesurer, puis évaluer. Mais avec ça, il faut travailler avec nos partenaires. À ces conditions-là, on va y arriver, moi, je n'ai pas de doute. C'est très encourageant. Il y a Joanne, Martin et Luc ensuite. Juste très rapidement, je dirais que les éléments en place, on les a maintenant pour les opérer, les changements qui s'imposent. Les solutions, on les connaît. Et je dirais qu'en ayant, avec la vision là, du ministère version 2.0, telle que présentée par le ministre ce matin, moi, ce que j'imagine, je ne sais pas si c'est ça qu'ils vont faire, mais bref, dans un environnement d'innovation, là, souvent, ce qui fait qu'on n'est pas capable justement d'implanter, même si on sait, c'est que les choses sont figées, l'argent est figé dans des enveloppes qui ont toujours été historiquement dépensées de cette façon-là. On a toutes sortes d'institutions, qu'elles soient formelles ou informelles. Une informelle, c'est justement la méfiance entre le public et le privé. Tous ces éléments-là, là, on a les choses en place maintenant pour les transcender. On a les connaissances en management aussi pour savoir comment soutenir le changement. Alors, on a tous les éléments. Il s'agit de se donner la possibilité pour le faire. Puis, honnêtement, je dirais qu'on n'a jamais eu autant d'éléments en place pour les opérer, ces changements-là, notamment la technologie, les données, la capacité d'utiliser les données pour comprendre par où il faut passer, puis il faut évoluer. Moi, honnêtement, je trouve que ça n'a jamais été aussi positif. Ça fait 25 ans que je travaille sur les systèmes de santé, puis j'ai jamais vu ça. Martin? Oui, je vais dire quelque chose par rapport à ça. Ceux qui ont vu la manifestation ce matin, là, il y a des gens qui étaient là ce matin. Donc, la question, le problème, c'est pas d'avoir du privé en santé, puis je vais le dire de façon controversée. C'est pas ça le problème. On en a du privé, les médecines familiales, les pharmacies communautaires, les résidences personnes âgées, les dentistes, les services d'ambulance, c'est tout du privé. On a du privé aussi dans les soins à domicile. Mais ce qui est important comme système de santé, si on veut s'appuyer sur des partenaires sur le territoire, que ce soit des entreprises d'économie sociale ou des partenaires privés, c'est que notre responsabilité, on est imputable de la santé du patient et on est responsable de ne pas perdre de vue le patient une fois qu'on le confie à un partenaire privé. Donc, ce qui se fait dans les autres provinces, les investissements qui ont été faits en technologie, c'est pour faire ce pont-là. C'est permettre ces maillages-là entre le système public et les partenaires sur le territoire, qui permet au ministère de dire, bien, je ne perds pas de vie, je ne perds pas la responsabilité parce que je sais exactement ce qui se fait. Et s'il y a de la sous-traitance, par exemple, ce qui se fait souvent, par exemple, dans les soins à domicile, on est capable de suivre le patient. Donc, on ne perd jamais de vue ce qui se passe là. Puis ces données-là reviennent vers le réseau de la santé, ce qui fait que si le patient, éventuellement, vient qu'à être réadmis à l'hôpital, bien, on a ces informations-là. Donc, la technologie sert à faire ce pont-là pour que le système de la santé puisse travailler avec les partenaires. Luc, je pense que tu voulais réagir. Tantôt, je t'ai vu. Oui, Sylvain le disait tantôt. Je pense que c'est une excellente réflexion. Le ministère et le gouvernement ne peuvent pas tout faire. Et ça, on le voit, un message, en tout cas, que Joanne présentait ce matin, qui est important. Il y a beaucoup à faire. Hein? Il y a beaucoup à faire. Et si le ministère de la Santé focus ses efforts d'analyse, de supervision, de contrôle de qualité, tout ça, sur ce qu'il connaît, soit les soins et l'assistance personnelle, bien, ça éviterait beaucoup de brouillage, ça mettrait beaucoup plus de nuances. Par exemple, dans les résidences de niveau 1, 2 et 3, pour ceux qui connaissent ce que ça veut dire, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'une certification élaborée, tout ça? Parce que ce que le ministère veut, ce que Sylvain veut, c'est beaucoup de résidences de niveau 4. Il y a besoin d'aide. Il y a besoin d'aide, de collaboration du privé et du communautaire. Alors, focusons sur, facilitons
l'arrivée du privé, qui peut arriver en masse, qui peut arriver beaucoup plus rapidement que n'importe qui d'autre, mais ça prend deux conditions de base. Profitabilité, bien sûr, et prévisibilité à long terme. C'est ce qui va faire qu'on peut avoir une industrie qui est d'une grande souplesse, d'une grande rapidité, puis qui a intérêt à satisfaire son client, parce que son client, c'est le payeur. Tu sais. Alors, pour moi, on peut... un peu comme la MAPAC fait un excellent travail dans contrôler la qualité du service alimentaire partout en résidence, dans les restaurants, dans les usines et tout ça. Bien, la spécialité de la santé, c'est la santé. C'est pas l'hôtellerie, c'est pas tout le reste qui va, c'est pas la qualité de vie des gens en résidence. On est pas mal plus capable d'augmenter le calimètre de bonheur des gens en résidence que le milieu institutionnalisé. C'est clair pour moi, ça. Alors, focusons là-dessus et on va arriver beaucoup plus de succès. Et comme Martin disait aussi, avec de l'imputabilité, tout ça peut se faire. Martin t'a donné un exemple international très intéressant. Il faut savoir aussi qu'à l'extérieur du Québec, on s'inspire aussi du Québec pour plusieurs choses dans notre réseau de la santé. Là. Il y a même que des programmes qui sont mis en place au niveau fédéral qui veut copier certains de nos programmes, comme l'assurance médicaments et autres. Bon, alors les autres peuvent s'inspirer de ce qu'on fait, mais on peut s'inspirer aussi de ce qui se fait ailleurs. Avez-vous des exemples de ce type de modèle que vous venez de mentionner, où vraiment il y a eu cette audace, il y a eu, et qu'on sent ici au Québec et qu'on voit, mais juste pour qu'on puisse comparer avec d'autres? Bien, la grosse différence, c'est toujours c'est toujours se concentrer sur l'expérience du patient. Parce que le patient, c'est rare les patients maintenant qui vont avoir un seul problème. Donc, ils vont souvent interagir avec un CIUS pour 2 ou 3 raisons. Et pour un patient, c'est tout le même CIUS. Pour un CIUS, ça va dire, ouais, mais ça, c'est mon patient. Puis dans chaque département, on va dire, ben, c'est mon patient, voici mon caseload, mais c'est quand même assez séparé. Mais pour le patient, pour lui, c'est toute la même organisation. Donc, ce qui s'est fait beaucoup dans les autres provinces, c'est des investissements en technologie pour être capable de partager les informations, pour être sûr qu'on offre une expérience intégrée au patient, peu importe dans quel département il interagit. Qu'on enlève le fardeau des épaules du patient ou de la famille d'avoir à être le lien d'information entre les différentes personnes qui viennent à domicile. Donc, ça a été un gros investissement. Ça vient... Il y a un projet de loi que le gouvernement a adopté qui va permettre, entre autres, un meilleur partage des données à partir de cet été entre les établissements. Donc, il y a quand même des belles choses qui sont mises en place. On s'en va vers ça, mais comparativement à d'autres provinces, je dirais que c'est la grosse différence qu'on a. On n'a pas encore une approche provinciale au niveau du partage de l'information. L'autre point, puis on parlait de modèle, Joanne parlait d'innovation sociale, pas juste en technologie. En Ontario et à Terre-Neuve, je ne pensais jamais voir ça de ma vie, mais c'est arrivé. C'est que le ministère de la Santé s'est doté d'une plateforme provinciale, dans ce cas-ci, c'est en soins à domicile, et la paye même aux compagnies privées. Donc, le gouvernement paye le frais de la technologie aux compagnies privées, aux partenaires ESAD, aux établissements. La raison pour ça, c'est qu'en échange, les autres, ils s'achètent un droit d'accès à l'information, à la donnée. Donc, le patient qui est référé d'un CIUS vers un partenaire privé, il s'achète l'information, l'accès à l'information pour être sûr de, justement, comme je disais tantôt, pas de perdre de vue le patient. Mais ça, c'est... Donc, pour les entreprises privées, ils embarquent parce que ça leur permet d'avoir accès à une technologie qui leur permet de gérer leurs autres programmes aussi, mais qui acceptent de partager les données avec le ministère en même temps. Et ça donne des systèmes de données en temps réel. Donc, on a des tableaux de bord provinciaux qui sont mis à jour aux 2 heures sur les activités de visite ou les activités de soins à domicile. Donc, c'est des modèles ambitieux, nouveaux, mais qui sont très intéressants à explorer. Merci. Luc, en 30 secondes maximum. Tout à fait raison, Martin. Je parlais d'Uber Santé tantôt. Payer les gens en temps réel, payer un peu plus les gens les samedis soirs, les vendredis soirs, les dimanches matins, ou essayer d'avoir des soins à domicile. Alors, c'est des systèmes comme ça, tu as tout à fait raison, peut faciliter tellement les soins à domicile. Encore faut-il que la proposition réglementaire puisse être faite. Hein. Et c'est là, pour moi, tout l'enjeu. Mais on n'aura pas le choix. Je m'excuse d'être apocalyptique un peu peut-être, mais on n'aura pas le choix. C'est par là qu'il faut que ça passe.
Alors, beaucoup de lucidité dans les propos, mais aussi beaucoup de solutions. Puis, pourquoi pas, un wake-up call. Mais surtout, ce qu'on constate dans les discussions, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été mises en place. Et tout ce que vous proposez, on sent l'audace actuellement. Bon, on a parlé du projet de loi sur les données, on a parlé de Santé Québec, on vient de voir ce que Sylvain nous a présenté. Donc, il y a un mot que j'ai retenu aussi, c'est les astres sont alignés. Beaucoup de positivisme. Dernière question en 30 secondes pour le mot de la fin. C'est quoi votre souhait le plus cher pour qu'on puisse y arriver ou votre recommandation principale pour qu'on puisse y arriver? On va commencer avec toi, Joanne. Bien, moi, j'ai dit ma recommandation la plus chère. Si j'avais une baguette magique pour avoir... en fait, puis tu me l'as presque offert, Sylvain, tantôt. Tu m'as dit que vous étiez en train de regarder pour implanter les 16 recommandations. Je ne sais pas si c'est les 16, mais que moi, c'était ça, ma baguette magique, c'est que nos 16 recommandations soient adoptées dans le contexte du plan Vivre et vieillir ensemble. Je sais que ce n'est pas toi qui peux me le promettre, mais... On travaille fort dans cette perspective-là. Mais en fait, le souhait que je ferais, c'est qu'on doit poursuivre là, ce qu'on a entrepris. Hein? Puis là, il me semble que le constat est fait. On n'a plus à se convaincre de la nécessité de faire le virage, faire les transformations. Il me semble qu'on est devant l'évidence qui fait puis il y a une mobilisation. Puis il faut poursuivre cette mobilisation-là. Puis comme autorité ministérielle, bien, il faut briser les cultures, là, puis les remparts entre le public, le privé, le communautaire. On a besoin, en fait, on a besoin de tous les acteurs de la société. Puis si les gens sont mobilisés, comme je le sens actuellement, puis il faut poursuivre le travail, moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive. Parce que le défi est important, puis il faut s'y mettre maintenant, puis de façon soutenue. Moi, je pense qu'avec ça, bon, il y a un grand consensus. Là. Je parle avec les différents partenaires, moi, puis là, on est en mode solution. Moi, je demeure très confiant qu'on va y arriver. Il ne faut pas gaspiller les momentum. Oui, précisément. Ouais. Toujours penser aussi qu'il y a un peu plus de 50% des gens de 80 ans et plus qui sont autonomes et qui se sentent autonomes. L'Institut national de santé publique, elle le dit, ils sont autonomes. Alors, il faut toujours penser au bien-être, puis, encore une fois, pas médicaliser cet élément-là. Et pour moi, ça fait toute la différence. Oui, tout à fait. Comme Joanne a dit, vieillir n'est pas une maladie. Martin? Bien, je trouve que, de façon non partisane, là, je vous dirais, on a quand même eu un gouvernement dans les dernières années qui a été très courageux dans ses convictions et dans ses idées. Donc, je souhaite de continuer à avoir des gouvernements qui ont la conviction de leurs ambitions et qui continuent d'avancer, même si ça ne marchera jamais pour tout le monde, mais au moins d'avoir un biais vers l'action. Puis je vous dirais, mon souhait personnel, c'est de continuer des efforts à décentraliser les soins à l'extérieur des hôpitaux, ce qui n'enlève rien aux hôpitaux, mais dans tous les pans de notre société, je ne sais pas si vous allez souvent dans une succursale bancaire ou aller voir votre assureur. La plupart des services dans la société, même votre épicerie, vos achats sur Amazon, tout est rendu au domicile. Et j'aimerais ça qu'un jour, le système de santé arrive aussi à la porte des gens, ce qui fait que le dimanche soir, à 11 h, on n'a plus ce dilemme-là de dire est-ce que j'embarque dans mon auto et je m'en vais voir le système de santé. Quand il y a beaucoup de modèles qui existent dans le monde, c'est le système de santé qui va venir vers les gens. J'espère juste qu'on n'a pas besoin de passer par Amazon, qu'on va le faire nous-mêmes. Moi aussi, j'espère que tu n'auras besoin d'Amazon. On s'entend tous là-dessus. Alors, moi, mon rôle a été très facile. Là, vous conviendrez là, que j'ai senti beaucoup de passion, d'engagement, vraiment beaucoup de dynamisme. Merci beaucoup. C'était très inspirant. On a tous, à notre manière, un rôle à jouer, que ce soit dans nos propres organisations ou individuellement. C'est un défi de société majeur. Et j'encourage tout le monde à continuer cette discussion-là et je vous demanderai surtout d'applaudir nos panélistes. Et notre modèle. Merci beaucoup. Merci beaucoup.